Alors, on va passer à la présentation suivante, très importante. Écoutez bien cette présentation. Évaluation du risque cardiovasculaire chez le diabétique, place du score calcique coronaire, puisque ça fait partie aujourd'hui des outils accessibles, de façon non invasive, qui peuvent vous permettre de qualifier ou de requalifier le risque. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut aujourd'hui, dans cette population à très haut risque, utiliser le score calcique? Estelle, vous avez 12 minutes. Merci beaucoup, merci pour cette introduction et la pression que ça met en juste 12 minutes pour parler d'un sujet qui me passionne. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir d'être toujours là aux côtés de nos confrères cardiologues et vasculaires pour justement prendre en charge le risque cardiovasculaire, notamment chez nos patients diabétiques. Donc je pense que le travail qu'on a fait avec Oriane, et elle vous l'a bien montré, c'est vraiment pour faire une photo de ce qui se passe chez nous, et je pense que c'est important, et merci vraiment à tous d'avoir resynthétisé le message qu'on voulait faire passer, parce que c'est exactement ça. Mais c'est pas que chez nous, c'est aussi dans le monde, le diabète, ça reste un très haut risque cardiovasculaire, et quand vous êtes un sujet diabétique, vous avez 2 fois plus de risques de faire toutes les complications possibles et imaginables, que ce soit au niveau du cœur ou des artères, sauf l'anévrisme de l'aorte, comme on vient de l'entendre. Et ce qui est triste quand même, c'est que Oriane vous a montré qu'effectivement, grâce à notre prise en charge agressive, la maladie, les complications cardiovasculaires, elles baissent au fur et à mesure des années dans, en tout cas, les populations des pays industrialisés qui l'ont démontré. Et on a la chance d'avoir des registres suédois qui sont extrêmement bien faits. Et qu'est-ce que nous montrent ces registres? Même au fond de la salle, vous le voyez, vous avez les sujets diabétiques en bleu en haut et les sujets contrôle en rouge en bas. Et vous voyez que chez les deux, les complications cardiovasculaires baissent, mais les sujets diabétiques, ils restent 2 fois plus à risque quand même de mourir d'une complication cardiovasculaire ou d'une coronaropathie par rapport aux sujets non diabétiques. Et quand on met ça, quand on montre ça d'une autre perspective, là sur ces courbes, vous avez les sujets contrôle en rouge et les sujets diabétiques en bleu. Et c'est les courbes de survie, c'est-à-dire l'âge moyen d'espérance de vie que vous pouvez avoir quand vous avez 20 ans. Et vous voyez que quand vous êtes diabétique, à 20 ans, vous avez à peu près plus de 10 ans d'espérance de vie en moins par rapport au sujet du même âge qui ne sera pas diabétique. Donc ça, c'est quand même fort. Ça veut dire que quand vous voyez un patient diabétique en consultation et qu'il n'a pas de maladie cardiovasculaire, il perd déjà en moyenne 6 ans de vie. Et s'il a le cœur plus le diabète, c'est 12 ans. Et je ne vous ai pas mis pour ne pas vous déprimer le cœur plus le diabète plus le rein, parce que là, on est à 18 à 20 ans d'espérance de vie en moins. Donc oui, il faut prendre en charge ces patients de façon agressive. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous? Mais c'est très bien que je passe après Oriane parce qu'elle nous a déjà bien brossé le tableau de ce qui se passe à La Réunion. Je suis désolée, je n'ai pas de données mauriciennes, mais je pense que nos 2 populations se ressemblent beaucoup. En tout cas, oui, la maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité chez nous. Vous avez vu avec le topo d'Oriane que nos patients diabétiques, ils sont à très haut risque d'aller remplir les services de cardiologie, mais aussi les services de néphrologie, mais aussi les services de neurologie. Et que dans le travail d'Oriane, ce qui est intéressant, donc 60% de ces sujets, vous les repérez. Ils ont déjà une complication cardiovasculaire. Donc ces sujets-là, il ne faut pas les lâcher. Après, moi, ce qui m'a intéressé dans le travail que j'ai mené ensuite, c'est de me dire, bon, il reste quand même 40 à 41% de ces patients qui sont en prévention primaire. Le travail d'Oriane nous a appris que ces patients, c'était des patients qui étaient à risque cardiovasculaire très élevé. Ça veut dire qu'il faut repérer maintenant en prévention primaire les patients à risque cardiovasculaire très élevé, car c'est eux qui vont remplir les services de cardiologie. Et donc, on a en moyenne 30% de nos patients diabétiques qui, dans leur parcours, voient le cardiologue. Donc, est-ce qu'on peut améliorer le dépistage? Est-ce qu'on peut améliorer cette prise en charge? La question d'Atoul, elle est là. C'est-à-dire, il faut un parcours adapté pour chaque patient qu'on a en consultation. Et donc, je vais vous montrer des données où on a essayé de répondre un peu à ces questions avec le score calcique coronaire notamment. Donc, en tout cas, la première chose, c'est déjà d'évaluer le risque cardiovasculaire des patients diabétiques. Et pour ça, on a encore de nouvelles recommandations conjointes dont on va entendre parler par la suite, donc j'irai très vite. Mais juste pour vous dire, un patient diabétique de type 1 comme de type 2, il est déjà à risque cardiovasculaire modéré d'emblée. S'il est jeune et qu'il a moins de 10 ans de diabète, pas de facteur de risque cardiovasculaire, c'est rare, c'est modéré. Élevé, diabète de plus de 10 ans, un facteur de risque cardiovasculaire. Et très haut risque, s'il a une atteinte d'organes cibles, 3 facteurs de risque cardiovasculaire, un diabète de plus de 20 ans ou en prévention secondaire. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi j'avais pas fait attention à ça, mais l'obésité est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire, comme le tabac, la dyslipidémie, l'hypertension artérielle ou l'âge. Et dans les atteintes d'organes cibles, il compte la protéinurie, l'insuffisance
l'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 30 ml par minute, donc il va falloir qu'on revoie nos données un peu à la lumière de ces nouvelles recos. L'hypertrophie ventriculaire gauche, donc oui, on est déçu, on n'a pas de données du ventriculaire gauche, et la rétinopathie diabétique. Et donc, chez les sujets à risque modéré ou à risque élevé, on peut, par différents examens, essayer de les reclasser et voir justement si parmi les modérés et les élevés, on n'a pas finalement des sujets qui sont à risque très élevé. Et nous, on a choisi d'évaluer l'intérêt du score calcique coronaire. Alors, le score calcique, qu'est-ce que c'est? C'est un scanner au niveau du cœur, comme vous voyez, des coupes fines au niveau du cœur. Donc, si c'est bien fait, c'est peu irradiant. Et le logiciel va regarder les calcifications qu'il y a au niveau des artères coronaires. Et normalement, quand il y a une plaque d'athérome, quand elle est non calcifiée, elle est fragile, mais en général, elle se calcifie assez rapidement. Donc, c'est assez corrélé finalement à, comme je dis aux patients, l'encrassement des artères. Et donc, le logiciel nous sort un score de 0, inférieur à 10, inférieur à 100, entre 100 et 400 et plus de 400. Et donc, ce que disent les nouvelles recommandations, ESC, EASD de 2019, c'est qu'un score à 0 chez le patient diabétique, c'est un pronostic assez favorable. Par contre, plus on monte en classe, de 1 à 99, de 100 à 399 ou à plus de 400, on augmente le risque cardiovasculaire de 25 à 33%. Donc c'est quand même énorme pour pouvoir repérer nos sujets les plus à risque. Mais ce n'est pas un test d'ischémie myocardique. C'est pas parce que vous avez un score calcique à 1000 ou 2000 que vous avez une ischémie myocardique. Il faut faire des tests spécifiques comme une écho d'obus ou une scintille myocardique. Et l'étude sur laquelle se base ces recos, je vous l'ai mis là parce que je la trouve intéressante. Donc ce que vous voyez là, c'est des courbes de survie. Et en violet, c'est des scores calciques à plus de 400 et en vert, c'est le score calcique à 0. Et vous avez les diabétiques et les non-diabétiques, c'était 9000 patients. Et donc, vous voyez que la courbe de survie à 14 ans, quand on a un score calcique à 400 et qu'on est patient diabétique, eh ben, c'est pas joli. Et quand on est diabétique, c'est moins discriminant. Donc, il semblerait que le score calcique coronaire chez nos patients diabétiques, ce soit quand même un bon outil pour pouvoir reclasser les patients. Donc, je vais maintenant vous montrer les données du travail qu'on fait. Donc, on fait des scores calciques coronaires au CHU de La Réunion et on essaie justement de reclassifier les patients et de voir s'ils sont bien dans leur classe, modéré, élevé, très élevé, ou s'il y en a certains qui peuvent passer du modéré à élevé, élevé à très élevé. Donc là, sur les 2 dernières années, on a passé 124 patients diabétiques et on a vraiment demandé à ce que ce soit des patients au début, peu compliqués. Donc, on a des patients jeunes, vous voyez, en moyenne 52 ans, donc c'est quand même des patients très jeunes. On a, même si on aurait aimé avoir moitié hommes-femmes, on nous adresse quand même plus facilement des hommes. On en a quand même les 3/4 qui ont moins de 60 ans et un bon quart à moins de 50 ans. Donc, c'est vraiment des diabétiques jeunes. C'est pas ceux qu'on voit dans les études classiques de morbimortalité cardiovasculaire où ils ont plutôt plus de 60 ans en moyenne. On a des sujets pour 40% qui sont en obésité et on a 40% qui n'ont pas de surpoids, une durée d'évolution du diabète en moyenne à 10 ans, un bon contrôle glycémique, très peu en prévention secondaire, juste 5%. Et des facteurs de risque classiques, 50% HTA, un quart de dyslipidémie traitée, 17% de tabagisme actif et au niveau de l'atteinte d'organes, 20%. Donc c'est quand même des patients, c'est pas les plus compliqués qu'on a réussi à avoir. Et là, on les a reclassifiés en 3 catégories, donc en fonction de leur risque cardiovasculaire et des facteurs de risque qu'ils présentaient, modéré, élevé et très élevé. Et vous voyez qu'on a peu de modérés parce que vous avez diabète et un facteur de risque ou diabète plus de 10 ans, ben boum, nos patients diabétiques réunionnais sont diabétiques tôt. Donc du coup, c'est vrai qu'on en a eu très peu, mais vous voyez quand même que le score calcique coronaire, ces patients semblent être bien dans leur catégorie, puisque finalement, quand on regarde le score calcique coronaire, 75% ont un risque à 0 et il n'y en a aucun qui a un risque à plus de 100. Un score à plus de 100. Donc finalement, on a l'impression que cette classification, elle arrive bien à séparer ceux qui sont à risque modéré, mais je me pose quand même la question des 2 jeunes de 40 ans qui ont un score à 30 et 60. Est-ce que c'est normal à 40 ans d'avoir ces scores-là? Je pense pas. Donc on les surveillera et on les mettra dans un parcours de surveillance un peu plus ciblé. Pour les risques élevés, c'était presque la moitié de nos sujets, donc je pense que c'est la catégorie la plus intéressante. Et là, on voit qu'effectivement, la moitié a un score à 0, mais il y en a quand même 20% qui ont un score supérieur à 100, alors qu'ils ont un âge moyen à moins de 50 ans. Donc effectivement, je pense que ces 20% de patients-là, moi, en tout cas, les 10%, là, on les reclassifie, c'est sûr. Pour ceux-là, quand on utilise les équations comme la MESA, par exemple, qui tiennent compte de l'âge, ceux-là, ils repassent assez facilement dans un risque très élevé. Donc ça peut nous permettre de reclassifier les patients en utilisant le score calcique coronaire.
Donc, en tout cas, voilà ce qu'on propose un peu par rapport au travail qu'on a fait. C'est la première étape et elle est irremplaçable. Quand on a un sujet diabétique, il faut dépister tous les facteurs de risque cardiovasculaire pour pouvoir évaluer le niveau de risque. Les modérés, ils sont bien dans leur classification et pour l'instant, à La Réunion, les modérés, moi, je conseillerais de continuer à les suivre, dépister la dyslipidémie, dépister l'hypertension artérielle, dépister, prendre en charge le tabagisme, dépister les complications. Quand vous avez un sujet à risque cardiovasculaire élevé, c'est intéressant de leur faire un score calcique coronaire après avoir équilibré les facteurs de risque cardiovasculaire. De toute façon, la première chose quand il y a un facteur de risque cardiovasculaire chez tous les diabétiques, c'est vraiment équilibrer les facteurs de risque cardiovasculaire. Et le score calcique coronaire, ça peut nous aider à les reclassifier au niveau du risque, donc avoir des objectifs qui sont un peu plus stringents. C'est peut-être ce qu'on verra avec le professeur Abouillance par la suite. Mais en tout cas, ça leur donne aussi des images. C'est vrai qu'un patient diabétique, on lui dit, ça y est, il y a déjà du calcaire dans la tuyauterie. Là, c'est vrai qu'un patient qui a du mal à être motivé, je vous assure, ça les motive. Et pour ceux qui sont supérieurs à 100, je pense que, et même à 400 encore plus, il faut vraiment que ces sujets voient nos collègues cardiologues pour qu'on discute avec eux d'une recherche d'ischémie myocardique qui est toujours très floue dans les recommandations. On ne sait toujours pas à qui on doit les proposer, mais je pense que c'est intéressant de discuter avec nos collègues cardiologues. Pour les risques très élevés, on ne les reclassifiera pas, ils resteront dans leur catégorie. Mais par contre, le score calcique coronaire, il peut peut-être aider à orienter ceux chez qui on va rechercher une ischémie myocardique silencieuse, parce que quand il y a un score à 0, franchement, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'aller faire de l'ischémie myocardique silencieuse. Par contre, quand le score est à 100 ou à 400, je pense que là, c'est vraiment important. Mais toujours, je rappelle, équilibre des facteurs de risque cardiovasculaire. Et je reviens juste sur cette diapo pour vous montrer qu'on a quand même 25%, un quart des sujets qui sont à risque très élevé, qui ont un score calcique à 0. Donc voilà, avant de passer aux questions, je vais quand même vous parler 30 secondes de l'étude qu'on a lancée à La Réunion sur le prédiabète et qui est une étude qui vise à recruter 100 médecins généralistes traitants pour recruter 2000 sujets prédiabétiques qu'on va suivre sur 5 ans. L'idée, c'est vraiment de bien connaître le prédiabète, qui est une étape réversible et qui est une étape où on peut limiter l'évolution vers le diabète pour éviter l'apparition du diabète à La Réunion. On a lancé cette étude en juillet. On a déjà 47 médecins investigateurs dont beaucoup sont parmi nous et vraiment, je les remercie de leur dynamique. On a 20 patients inclus et si ça vous intéresse, voilà le mail et le numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter pour faire partie de l'étude. Merci. Donc s'il y a des questions dans la salle, je vais en poser une à notre président. Parce qu'en fait, il y a 2 questions sur WhatsApp qui posent un problème a priori local et j'ai été souvent interrogé là-dessus quand j'ai visité La Réunion. C'est grande difficulté d'avoir des consultations de cardiologie pour nos patients par manque de praticiens. Première remarque. Deuxième remarque, pour La Réunion, si on est exhaustif, cela voudrait dire presque 100 000 patients qui doivent voir des cardiologues. Donc, comment, localement, vous arrivez à répondre à cette demande? Parce qu'effectivement, on comprend bien que c'est une population à haut risque, que la population des cardiologues, elle n'augmente pas. Donc, comment vous avez réussi ou qu'est-ce qu'il y a comme solution localement? Alors, moi, je pense que déjà, une première chose, les patients à haut risque, il faut déjà les repérer. Et ça, le médecin généraliste traitant, il les repère, ces patients. Après, c'est vraiment le contrôle des facteurs de risque. Et tu seras d'accord avec moi que les études, pour l'instant, elles n'arrivent pas à démontrer une supériorité de la prise en charge de ces patients par un traitement médical bien conduit à la culotte. C'est-à-dire, à haut risque cardiovasculaire, c'est les analogues du GLP-1 bien mis pour pas que le patient ait des nausées, des vomissements, qui ne tolèrent pas le traitement si on met la pleine dose d'emblée, parce que du coup, ça peut vraiment les aider. C'est un contrôle optimal de la tension artérielle et pousser les explorations pour dépister une hypertension artérielle. C'est risque cardiovasculaire très élevé. Alors, les nouvelles recommandations, on est à 0,55 de LDL cholestérol maintenant comme objectif, mais chez les Réunionnais, très franchement, c'est peut-être plus facile à atteindre qu'en métropole parce qu'ils ont déjà des niveaux plus bas, mais il faut l'atteindre. Oriane a montré quand même que 40%, presque 50% des sujets ne sont pas à l'objectif. Donc on a encore du travail à ce niveau-là. Et c'est vrai que le cardiologue peut aider à motiver ces sujets, par exemple. Mais c'est vrai que peut-être que le cardiologue peut se concentrer sur les sujets chez qui il faut dépister l'ischémie myocardique silencieuse ou qui est déjà en prévention secondaire. C'est pour ça qu'on utilise le score calcique. On veut des parcours à la carte. C'est-à-dire un patient qui a un score calcique à 0, il faut bien équilibrer ses facteurs de risque cardiovasculaire et ce qui doit embouteiller la consultation du cardiologue.
Je reprends au fur et à mesure. Oui, Jean-Pierre, une minute, je vais poser la question WhatsApp là. Faut-il donc faire un score calcique à tous les patients diabétiques de type 2 à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé? Alors, très élevé, c'est discuté, parce que très élevé, on peut se dire, ils sont déjà très élevés, de toute façon, on ne va pas les reclassifier, et la recherche d'ischémie myocardique silencieuse d'emblée, elle peut se discuter. Si on a un doute et pas l'accès au cardiologue, un problème, etc., nous, on a montré qu'il y en avait un quart qui avait un score à 0, et ceux-là, on n'ira peut-être pas les pousser vers... Par contre, c'est vrai que ça motive le patient, quand il voit qu'il a de l'athérome, et ben du coup, un patient qui a du mal à être observant, parce que le problème dans les maladies chroniques, c'est vraiment l'observance des traitements sur le long cours, analogue du GLP-1, à 6 mois, la moitié des patients ont arrêté leur traitement dans toutes les études mondiales. Donc du coup, c'est vrai que l'observance, c'est vraiment hyper important. Mais du coup, voilà, pour cela, moi je pense que c'est vraiment le cardio. Pour les risques élevés, oui, on a vraiment montré qu'on avait un intérêt, qu'on pouvait reclassifier des patients. Voilà. Mais la première chose, c'est les facteurs de risque, le contrôle. Alors, il y a un score calcique alternatif qui coûte rien, qui coûte beaucoup moins cher et qui est facile à mettre en œuvre, dont les recommandations parlent. C'est le score carotido-fémoral. Il est validé depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on appelle le score ABS. Il a été validé versus Framingham. Et lorsque vous avez 4 calcifications, c'est simple. On regarde carotide droite, carotide gauche. C'est pas l'épaisseur. Il faut que ça fasse supérieur à 1,5 mm, bien calcifié. 1, 2, 3, ça fait 4, vous êtes à haut risque cardiovasculaire, point barre. C'est réglé. Et c'est vite fait, et demain, tous les médecins généralistes auront un appareil d'écho avec leur smartphone, et ils vous le font en 30 secondes. Et moi, je le fais depuis de nombreuses années, et je peux vous dire que ça marche très bien. Oui, non, mais dans les recommandations, c'est mieux placé que le score classique, on est d'accord. Voilà. Mais et là, l'autre chose on n'a pas d'angiologue au CHU, mais par contre, il n'y a pas besoin d'être angiologue pour faire ça. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de voir les plaques. Ça a été étudié, c'est fabuleux, c'est Vipizza. Donc on montre, moi j'ai un écran répétiteur, on montre, voilà, ça c'est la plaque, ça les sensibilise énormément. Et en prévention primaire, ça fait mouche à chaque fois. Et ça a été publié dans le Lancet, une super étude, et qui continue d'ailleurs. Oui. Si je peux rajouter ce que je fais moi quand je fais les scores calciques, mon radiologue me donne l'âge de l'artère. Oui, c'est ce qu'on fait. Et ça c'est très intéressant pour les patients parce que si vous leur montrez que leurs artères sont plus vieilles que leur âge civil, ils se disent bon, la maladie a déjà fait son chemin et il faut que je fasse quelque chose. Donc je crois que c'est un outil d'éducation autant que c'est un outil d'information et de classification de risque. Donc il faut s'en servir comme cela. Donc message pratique, score calcique finalement chez les patients qui sont à risque élevé. Puisque les modérés, on considère qu'il n'y a pas véritablement... Alors, les modérés, moi je dirais s'il y a des antécédents familiaux, oui. Oui, ça peut mais requalifier à la hausse. s'il n'y a pas d'antécédents familiaux... Voilà, donc peut-être score calcique chez les gens à risque cardiovasculaire élevé, adresser les patients pour une recherche d'ischémie lorsque le score est très élevé, pour peut-être limiter les patients qui doivent être envoyés chez le cardiologue. Et avant tout cela, encore une fois, le message simple, contrôle drastique des facteurs de risque pour éviter cela. Jean-Philippe, tu avais une remarque peut-être ? Je voulais juste dire qu'il y a 2 niveaux en fait. Il y a un niveau de stratification de risque. On peut dire que le patient très à haut risque ou qui a déjà un score ABS élevé, on sait déjà et il faut faire le maximum. Mais après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait des tests d'ischémie? Et si on a des tests d'ischémie positives, qu'il faut qu'elles soient franchement positives pour aller vers une coronographie. Et il nous arrive de trouver des patients tritronculaires qui terminent avec des pontages orthocoronaires. Et maintenant qu'on a la FFR à la coro pour vraiment faire la part des choses entre les sténoses qui valent la peine d'être dilatées, même asymptomatiques. Donc c'est ça un petit peu le cascading qu'il faut imaginer, qui est compliqué. Moi, je voulais juste rebondir sur la question que tu as posée à notre président du Conseil de l'Ordre et peut-être si vous voulez répondre, parce que vous aviez peut-être envie de répondre. Prenez le micro, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr qu'on est sensibilisé par ce problème-là, puisqu'on vient d'en perdre 3 en quelques mois. Je pense que l'effort qu'il faut faire, c'est auprès des médecines de premier recours, c'est-à-dire que tous ces médecins généralistes qui ont l'habitude maintenant, enfin en tout cas à La Réunion, de suivre des diabétiques, de savoir, de les classer, de voir ceux qui sont à haut risque ou pas, et puis surtout, on a quand même des réseaux qui sont mis en place maintenant, et donc on travaille en équipe. Ne pas surcharger le radiologue, le cardiologue quand c'est pas nécessaire. Ceci dit, on est tout à fait capable aujourd'hui quand même de dépister les patients à risque.
Ok. Un mot juste, donc score calcique et coroscanner, c'est pas la même chose. Donc il y a un message là sur WhatsApp. Quand je demande un score calcique, des radiologues font un coroscanner, ça coûte plus cher et c'est pas ce que l'on recherche. C'est une remarque pertinente. Peut-être un commentaire là-dessus. Oui, puis surtout, c'est beaucoup plus irradiant. Et quand il y a des plaques et de produits d'injection, on voit rien du tout, en fin de compte. Donc, il faut bien préciser score calcique coronaire. Et pas demander, parce que c'est vrai que des fois, on met scanner des coronaires. Et scanner des coronaires, ils font un coronaroscanner. Mais c'est pas le même examen. Normalement, score calcique coronaire, c'est rapide et c'est pas plus irradiant normalement qu'une radiothorax si on se base que sur le cœur. Voilà, merci. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Il y aura une petite session questions-réponses à la fin, parce qu'on n'a pas pris votre question, donc si vous gardez votre question pour tout à l'heure.